Madame Amar. Merci. Alors tout d'abord, c'est vrai que le sujet des politiques éducatives est extrêmement difficile et transversal, surtout dans le contexte actuel où la crise sanitaire vient impacter de plein fouet, vous l'avez rappelé, Madame Fay, de l'éducation des enfants. Je pense pouvoir dire, et que tout le monde s'accordera aujourd'hui, ce soir, à dire que les jeunes et les enfants ne cessent de s'adapter, de force ou de gré, sur un rythme souvent incertain et bien souvent également anxiogène. À la lecture du document de la politique éducative qui nous est présenté ce soir, nous avons plusieurs questions que nous formulons ici. Notamment, la première porte en fait sur la non-connaissance, ou en tout cas la non-communication du bilan du dernier document de la politique éducative, donc de 2016 à 2020. Quels ont été les points forts, les points faibles de cet ancien PEL? Pour nous, il est un peu difficile de distinguer les points forts et les points faibles de cette dernière version. Ce manque de lisibilité aussi également est ressenti sur les tranches d'âge qui sont ciblées, qui rendent la lecture un petit peu difficile quant à son opérationnalité. Enfin, de plus, à plusieurs reprises, vous l'avez dit, notamment encore ce soir, les parents ont le premier rôle dans l'éducation auprès de leurs enfants. Mais nous avons des réelles difficultés à voir leur place au quotidien dans la co-construction de cette politique. Alors, au-delà des séminaires et de la conférence des familles, qui ceux-ci ont été marqués par le contexte sanitaire et peu d'actions ont pu voir le jour. D'ailleurs, je prends note des dates des assises de la famille du mois prochain. Dans ce qui est présenté, vous avez pas mal axé la politique éducative centrée autour des valeurs et également autour de ces badges. Mais concrètement, combien de parents connaissent les badges dont vous nous présentez ce soir? À première vue, en tout cas à ma première vue, en discutant, très peu. Très peu connaissent aussi l'information de l'acquisition de ces badges auprès des parents. Cette information, dans ce que vous nous avez dit, c'est valable aussi sur le document ce soir. Il y a un accès sur ePrimo, mais concrètement, aucune information n'a été effectuée pour leur expliquer sur cet axe-là. De plus, si les parents sont le premier éducateur des enfants, nous voyons peu ou assez peu quel est l'accompagnement auprès des parents pour renforcer ce rôle de premier éducateur. Le renforcement de la citoyenneté comme axe principal pour cette nouvelle politique éducative, c'est également le fruit du travail notamment mené dans l'ancienne politique éducative de 2016 et notamment du séminaire qui a eu lieu en 2018 qui s'intitulait « L'éducation à la citoyenneté, une utopie ». Dans ce séminaire, il en ressort un axe assez intéressant qui est peu mis en œuvre à l'heure actuelle, qui était de faire expérimenter les droits et les devoirs de chacun. Donc là, on parle bien sûr des enfants, pour que ces valeurs du vivre ensemble prennent sens. Ainsi, accompagner chaque enfant à se créer un esprit critique. Ce que nous voyons peu dans cette politique éducative, c'est comment on peut permettre aux jeunes d'être acteurs de la citoyenneté, notamment par l'installation de commissions ou de conseils pour les enfants. Il en est question à la fin du document, mais concrètement, nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de conseils d'enfants. Enfin, bien sûr, vous l'avez rappelé, mais nous souhaitons aussi le rappeler encore ce soir aujourd'hui. Il y a quelque temps, Angers a été primée comme étant la ville la moins stressante de France. Je pense qu'il aurait été intéressant peut-être aussi d'aller voir les parents d'élèves pour ce mois de janvier, parce que je pense que la situation stressante que vivent tous les parents d'élèves depuis plusieurs mois est accentuée par le mois de janvier. Bien sûr, elle n'est pas uniquement liée à la situation des ATSEM et des animateurs. Elle est bien sûr renforcée par le contexte sanitaire et le protocole mis en œuvre. Mais il est extrêmement difficile, là, pour ces 15 jours-là, pour les parents, le nombre de retours de parents que nous avons. Quand il y a des remplacements, vous avez parlé de remplacements, c'est très bien quand il y a des remplacements d'instit ou d'ATSEM ou d'animateurs. Mais en tout cas, voilà, on souhaitait rappeler vraiment l'inquiétude, autant pour les ATSEM, pour les animateurs, que pour les parents d'élèves, également pour les enfants qui vivent des situations assez complexes et assez compliquées à gérer. Voilà, merci.
Merci Madame Amar. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Camara-Tombini. Merci, bonsoir. Moi, je voulais compléter et peut-être revenir sur la question. Alors j'ai bien entendu ce que vous avez bien insisté sur le fait qu'on ne votait pas là le temps de travail des ATSEM. Pour autant, il est question dans l'une des diapositives de la réorganisation du temps de travail et de la manière dont ça va s'organiser dans les écoles. Je salue tout ce qui va dans le sens de la déprécarisation des métiers de l'animation, parce qu'effectivement, les horaires, quand vous faites la garderie le matin, que vous revenez le midi, que vous restez... Enfin, on sait très bien que c'est effectivement extrêmement compliqué et que ça ne contribue certainement à la difficulté de recrutement à laquelle Angers est confronté, comme d'autres villes, et aux carences qui font qu'aujourd'hui, c'est extrêmement tendu dans certains secteurs et qu'on se retrouve effectivement, et c'est peut-être l'une des revendications qui m'a le plus marqué dans les alertes que nous avons reçues aujourd'hui, c'est aussi bien sûr la question du taux d'encadrement avec cette difficulté de recrutement et qui effectivement interroge. Sur le recrutement de 30 ATSEM, bien évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Et d'autant plus qu'on sait que depuis qu'elle s'était accentuée ces derniers temps, mais qu'il y a toujours des difficultés de remplacement, de recrutement, etc. Et que c'est peut-être là où je suis un petit peu interrogatif de la manière dont on va réussir avec ces 30 postes en plus à passer à une ATSEM par classe, parce qu'il y a, au regard du nombre de classes dans la ville, j'ai un peu de mal à voir où se met le delta par rapport à l'existant aujourd'hui et comment on va pallier au non-remplacement qu'on peut déjà avoir assez régulièrement. Et je crois que les difficultés qu'on peut avoir dans l'éducation nationale et qu'on subit aujourd'hui avec le non-remplacement d'enseignants ou autres existent aussi avec la question des ATSEM. Et puis je voudrais revenir sur la réorganisation dont vous parliez, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un des points sur lesquels il y a réellement besoin certainement d'une plus grande concertation. Alors, et je le redis, nous on découvre les choses à travers ce que nous disent quand on est dans les écoles les enseignants, les ATSEM, etc. Ou parce qu'on lit des syndicats. Effectivement, on a eu très peu d'occasions. Enfin, c'est la première fois qu'on savait que vous aviez une réflexion sur la réorganisation. Ça avait été dit lors d'un précédent conseil. Mais on a découvert dans la presse samedi les premières annonces qui allaient être faites, parce que ça n'a pas été abordé d'ailleurs en commission. Ça a été annoncé lors de la conférence de presse. En tout cas, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à la différenciation entre le travail de l'ATSEM et de l'animateur. Et je crois que s'il y a des interrogations aujourd'hui, elles sont aussi là. Vous disiez, Madame Fell, que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'il y a 30 ans. Les ATSEM d'aujourd'hui ne sont pas les ATSEM d'il y a 30 ans. Et aujourd'hui, les ATSEM sont partie intégrante de l'équipe éducative. Je ne suis pas convaincue que c'était le cas il y a 30 ans. Et elles jouent un rôle bien plus éducatif certainement qu'auparavant. Et je pense qu'il faut vraiment tenir compte de l'évolution de leur métier et en même temps de la spécificité de leur métier par rapport à celui d'animateur. Ils n'ont pas les mêmes formations, ils n'ont pas les mêmes attendus, on n'attend pas d'eux les mêmes choses. Et donc je pense qu'il y a là aussi de très grandes interrogations, y compris chez les directeurs et directrices de maternelle, qui sont très interrogatifs sur la manière dont va se passer ce créneau horaire de 11h à midi. Et je pense qu'il y a réellement besoin de retourner aussi, quand on parle de concertation, retourner aussi vers les directeurs et les directrices, peut-être entendre aussi ce qu'ils ont à dire, parce que pour le coup, je pense qu'en termes de concertation, on aurait pu faire plus. Donc voilà, en tout cas, tout ce qui ira dans vous parliez de stabilité, de tranquillité des équipes, on peut que dire oui. Mais aujourd'hui, au regard de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, on a vraiment le sentiment que ça génère plus d'inquiétude, de stress sur la réorganisation et qu'il y a vraiment besoin de se remettre autour d'une table et de retravailler là-dessus. Merci Madame Camara-Tombini. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Bon. D'abord, merci à Marielle Amar et à vous-même pour le ton avec lequel vous avez évoqué ces sujets et
et je vais apporter un certain nombre de réponses en complément à ce que Caroline Fell a pu dire. D'abord, Madame Amar, vous avez raison, on a un contexte très compliqué. Et on ne peut pas mettre de côté la situation sanitaire parce qu'elle pèse sur les familles, sur les enseignants, tout particulièrement sur l'école. Le choix de maintenir les écoles ouvertes honore notre pays à certains égards. Il entraîne un certain nombre de difficultés objectives liées à la circulation du virus et donc au nombre d'absents que nous avons. Et cette vague Omicron, dont on nous dit qu'elle est bientôt derrière nous, elle nous a conduit à compter entre 150 et 200 collaborateurs de la ville, certains jours absents de leur poste pour cause de Covid. Je donne ce chiffre, il ne vaut pas pour les écoles, il vaut pour l'ensemble de la collectivité. Je pense qu'il reflète assez bien ce que beaucoup d'entreprises, de structures, d'associations, d'institutions ont connu à un titre ou à un autre. On se passerait bien de ce contexte, tout le monde se passerait bien de ce contexte, et il va de soi que la moindre des organisations, elle est beaucoup plus complexe quand on a des enfants en bas âge, avec tout ce que ça représente en termes de suivi, de conduite, d'aller-retour, d'organisation de double journée pour, y compris pour les nombreuses familles monoparentales qu'il y a dans notre ville, et qui déjà désorganisent les familles. À ça s'ajoute un contexte global, national, depuis septembre dernier, amplement documenté désormais, avec beaucoup d'emplois, de petits boulots, je vais utiliser ce terme, qui ne trouvent plus preneur, là où auparavant, il y avait une demande et où ça rendait des services. Et il n'y a aucune critique dans les propos que je m'apprête à tenir, mais le modèle avec lequel les activités périscolaires ont été faites à Angers en 2012 et que nous avons finalement jusqu'à maintenant prolongé, c'était celui de considérer que ces jobs d'animateurs, il y en avait plusieurs sortes. Ça permettait de soutenir le milieu associatif avec des compléments horaires pour des emplois associatifs. Nous poursuivons ce dispositif. Et à côté de ça, le modèle, c'était celui d'agents à temps non complet qui, pour beaucoup, étaient des étudiants qui pouvaient du coup trouver un travail ou qui trouvaient une deuxième activité, et nous n'avions jamais eu de difficulté à trouver autant de candidats qu'il y avait de postes jusqu'en septembre de l'année dernière. Avec néanmoins une particularité au fur et à mesure du temps, c'est la manifestation, l'intérêt, le désir d'un certain nombre de ces animateurs d'en faire leur job, et avec aujourd'hui une centaine qui sont à temps plein, ce qui est une originalité par rapport à la situation d'où nous venions. Mais le contexte national a changé, les attentes ne sont plus les mêmes, le Covid, entre guillemets, est passé par là. Paradoxalement, la situation de l'emploi qui s'est améliorée fait que un certain nombre de gens qui cherchaient du travail en ont peut-être trouvé aussi dans d'autres domaines, et la volonté d'avoir une perspective, des visibilités, une stabilité de l'emploi et pas une succession de contrats, un volume horaire qui permette de se projeter et d'en faire un métier, se sont, au fur et à mesure du temps, gentiment installés et se sont accélérés de manière extrêmement forte partout en France et à Angers en particulier, avec, en septembre dernier, je vous le rappelle, 170 postes non pourvus au moment de la rentrée scolaire. Et puis, il y a un contexte local. Ce contexte local, c'est celui de l'adaptation de notre direction de l'éducation enfance aux 35 heures. Ce soir, techniquement, nous ne votons pas ce point, y compris parce que vous l'avez évoqué, on souhaite être précisément dans ce temps de discussion. Il y a eu 2 rencontres avec les organisations syndicales et plus exactement avec les personnels directement concernés la semaine dernière, et je remercie tout particulièrement notre adjointe aux ressources humaines, Rosine Bienvenue, d'avoir présidé ces temps de rencontres avec les organisations syndicales, Caroline Fell d'y avoir participé, et il y a à nouveau cette semaine 2 temps de rencontres, un avec ces organisations, un en interne pour continuer à avancer sur ces sujets. Et à vrai dire, pour nous, la présentation du projet éducatif local, ça lançait le coup d'envoi de cette concertation, puisqu'on a jusqu'au mois de septembre, mais en donnant une première garantie, c'est que nous ne considérions pas que l'augmentation du temps de travail de certains de nos agents allait régler comme par magie l'ensemble des problèmes de l'école. Le point de départ, et j'insiste là-dessus, parce que le passage aux 1607 heures dans les autres directions de la collectivité ne s'est pas accompagné par des créations de postes. Ça a même un côté contre-intuitif de se dire qu'on a des agents qui vont travailler davantage et donc qu'on rajoute des postes. Normalement, si on est dans une logique mathématique pure, ça devrait être l'inverse. Sauf que le premier des sujets, c'est la situation de l'école telle qu'elle a été rappelée par Caroline Fell, telle que vous venez d'ailleurs l'une et l'autre aussi d'en porter témoignage.
et qui ne date pas de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, qui s'inscrit dans un temps long. Des enfants qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne bénéficient pas d'AVS alors qu'ils ont des troubles du comportement ou des besoins d'accompagnement qui ne sont pas reconnus et pris en compte d'un point de vue médical. Des horaires pour ces accompagnateurs d'enfants dans la logique inclusive que nous défendons et pour laquelle nous finançons des travaux d'accessibilité qui ne correspondent pas non plus nécessairement aux besoins des familles, avec des temps d'arrêt d'AVS qui ne sont pas nécessairement pile calés sur le moment où les choses se passent. Et donc la volonté de pouvoir renforcer la communauté d'adultes qui se trouve autour d'eux. Dans cette concertation que j'évoque, je verrai tous les directeurs d'école publique juste après les vacances de février. Parce que pour le coup, dans ma tête, dans un processus de concertation normal tel qu'on l'avait imaginé, nous informions le Conseil de ce qu'étaient les intentions, la commission éducation se saisissait du travail, en parallèle, nous avions ces temps de concertation avec les organisations syndicales, avec les directeurs d'école et avec un certain nombre, et puis dans quelques semaines, on revenait devant le Conseil municipal pour voter les délibérations de mise en œuvre, de création de postes, d'accompagnement d'une partie de tout ça. Il y a un an, quand notre réflexion a commencé, je vais vous faire une confidence. Nous nous sommes sérieusement posé la question de savoir si il ne fallait pas fusionner les métiers d'ATSEM et les métiers d'animateur. Et tout au début, en janvier 2021, l'idée même d'aller créer des animatsem, pour reprendre un mot qui a été utilisé dans des réunions totalement internes, sur le modèle de certaines villes, autour de nous en France, a émergé. Et très vite, cette idée a été définitivement écartée en reconnaissant qu'on était sur deux métiers qui étaient totalement différents, dont chacun avait son utilité, et qu'il fallait faire en sorte que chacun soit à sa place pour que l'école fonctionne. Le chacun à sa place, commençant avec la place des familles, qui doivent être associées, mais qui n'ont pas à se substituer à une partie du travail d'éducation à l'intérieur de l'école, se poursuivant avec les ATSEM, dont nous reconnaissons les besoins, y compris en augmentant le nombre de créations de postes. Et vous vous êtes interrogé sur le fait de savoir où ces 30 postes pourraient être utiles. Si on a calculé le fait qu'il y en avait 30, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on prend le nombre d'ATSEM que nous avons et le nombre de classes, on a un écart de 30. Et donc, c'est pour ça que ce chiffre de 30 correspond aux créations de postes pour pouvoir assumer cette règle du une ATSEM par classe désormais dans notre ville. Et dans la continuité, autour de ce métier d'animateur, la solution de facilité avec ce qui s'est passé au mois de septembre, y compris pour répondre à la demande de certaines organisations syndicales, de la maison, mais aussi de l'éducation nationale, eût été de dire qu'on supprimait l'étape. Comme ça, je réglais d'un coup et mes problèmes de recrutement et une partie, accessoirement, des coûts budgétaires que nous évoquons. Ce choix, fait par 75% des communes en France, ce n'est pas celui que nous faisons. Notre choix, c'est de dire on veut conserver l'étape parce qu'on est convaincu des bienfaits éducatifs et en particulier de correction des inégalités d'offrir à tous les enfants de la ville, mais avec un bénéfice supplémentaire pour ceux qui n'ont pas dans leur propre famille les moyens d'accéder à des activités culturelles et sportives, la possibilité de ces ouvertures. Nous le maintenons et nous sommes bien déterminés à faire en sorte de pouvoir le prolonger. Même si, y compris dans le mouvement dans lequel nous sommes, certains jouent un peu sur les deux tableaux, à la fois en expliquant qu'il serait souhaitable de déprécariser, de modifier, d'aller renforcer, et dans le même temps que nous recevons quelques messages sur le fait qu'il y a une autre voie possible si on souhaite faire en sorte de ne plus avoir de difficultés en termes d'animateurs. Cette situation, elle nécessite bien sûr qu'on entre ensuite dans le détail. D'abord sur le qui fait quoi. Et de ce point de vue, la discussion sur les 1607 heures, c'est l'occasion d'interroger la feuille de poste, la nature du travail des uns et des autres. La première orientation que nous avons prise, que je peux partager avec vous ce soir, c'est celui que nous sommes déterminés à utiliser la pénibilité qui est liée au métier d'ATSEM pour ne pas aller sur les 1607 heures, mais pour plafonner le temps de travail aux 1550 qui correspondent aux heures pleines pour les agents qui sont en situation de pénibilité, c'est-à-dire par exemple le rythme de travail des reapers, pour donner un exemple extrêmement concret. Pour autant, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Laissez penser à des agents de cette collectivité que nous pourrons ne pas appliquer la loi et qu'on pourrait maintenir un temps de travail illégal, c'est mentir à ces agents. Et c'est s'exposer demain et après-demain
à de grosses déconvenues. Je vois d'ailleurs, dans les discussions qui ont eu lieu ces derniers jours, dans celles qui vont se poursuivre aujourd'hui et dans la décrue du nombre de ceux qui font grève, 62 aujourd'hui sur les 770 agents de la collectivité, la preuve que nous sommes aussi dans un temps où il y a un certain nombre de messages qui commencent à passer, même si je déplore la fermeture d'un certain nombre de cantines, et plus encore, s'agissant des cantines, le fait qu'avec des agents qui préviennent la veille pour le lendemain, ce n'est pas seulement les familles qui sont pénalisées, ce sont aussi les équipes de la cuisine centrale, avec des milliers de repas jetés chaque jour, et qui correspondent à ce que nous ne pouvons pas anticiper, puisqu'on prépare des repas au cas où les écoles sont ouvertes, et on respecte le droit de grève qui permet de se déclarer gréviste jusqu'au dernier moment, et qui nous amène dans un certain nombre de cas à constater la veille pour le lendemain, alors que les repas sont prêts, qu'on n'est pas capable de tenir sur la durée. 10 000 repas la semaine dernière, je vous assure que c'est un chiffre dont je me passerai bien, en termes de gaspillage alimentaire dans le contexte dans lequel nous sommes. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre sans se retrouver dans cette situation. Ce soir, notre ville, elle dit quoi? Elle ne dit pas que le projet est ficelé. Elle dit « Nous sommes déterminés à augmenter les moyens consacrés à l'éducation parce qu'il s'agit d'une priorité et qu'on ne peut pas préparer les citoyens de demain, les habitants de demain, les responsables de demain, les partenaires de demain, si on n'est pas capable de mettre des moyens et de s'attaquer à une partie des difficultés qui sont connues. On le fait avec humilité. On sait à quel point le rôle de l'éducation nationale est fondamental. On sait à quel point le rôle des parents est fondamental. Le rôle des enfants aussi. Il existe des conseils d'école, des conseils d'enfants, pardon, en particulier dans le quartier de Belle-Beille. Et ce genre d'initiative, précisément parce que nous sommes attachés à la responsabilité individuelle, relève de chaque communauté éducative locale. Ceux qui souhaitent mettre en place des actions de ce type peuvent le faire. Ça a été le cas à Belle-Beille avec des rencontres citoyennes qui ont lieu entre ces conseils d'enfants et les élus, mais aussi d'autres partenaires associatifs à l'échelle du quartier, tous les ans déjà depuis de nombreuses années. Dans cet esprit, notre volonté de dialogue est totale, y compris parce que le nombre d'heures, c'est une chose, la nature de ce que font les ATSEM ou les animateurs en est une autre. Et au-delà de l'engagement sur ce plafond horaire à 1550, on en a pris un deuxième, c'est celui pour éviter la confusion que nous ne prévoyons pas de faire travailler les ATSEM dans les accueils de loisirs, de manière là aussi à séparer les choses et à faire en sorte de les cantonner à ce travail dans les écoles qui est déjà prenant et important, et au contraire, de nous appuyer sur les animateurs pour ces accueils de loisirs dont nous connaissons là aussi l'importance, et pour ces temps autour des activités périscolaires dont Caroline Fell a rappelé l'importance et la nécessité. Donc mes chers collègues, ça n'est en aucune manière ce soir la fin ou la clôture d'un dossier. C'est l'annonce des perspectives et des ambitions que nous avons pour les années qui viennent en matière de projet éducatif local. C'est la réaffirmation de notre désir de nous appuyer sur des activités périscolaires, c'est la réaffirmation de la confiance que nous avons dans le rôle des ATSEM avec une progression de 30% des effectifs, c'est la volonté assumée d'offrir aux animateurs qu'ils souhaitent un cadre à temps plein qui pour nous peut être un moyen effectivement de lutter contre les difficultés de recrutement que vous avez évoquées et de susciter un intérêt nouveau pour ce travail en donnant des perspectives, y compris sur la durée d'emploi des uns et des autres. Bref, c'est l'établissement d'une feuille de route et l'invitation au dialogue à la fois à l'intérieur de ce conseil municipal dans la commission éducation, mais avec l'ensemble des partenaires sans lesquels une politique éducative n'est pas possible. Voilà très simplement le sens qu'il y a à donner à tout ça et la nature des sujets, des échanges, des débats que nous aurons l'occasion d'avoir dans les prochaines semaines et dans les prochains jours et pour lesquels je redis ma profonde reconnaissance pour mon adjointe, l'ensemble de son équipe, la direction éducation enfance et la direction des ressources humaines. Je vais vous inviter à ce stade à approuver les orientations de cette politique éducative locale en insistant, pardon, je vous en prie.
Je vous remercie. Une explication de vote. Et peut-être d'abord juste une précision. Vous parliez de 10 000 repas jetés. Alors, la personne qui travaille au sein du restaurant de mon école me disait qu'ils étaient donnés à la banque alimentaire. Donc, j'espère qu'effectivement, il y a des partenariats qui existent et qu'on ne jette pas 10 000 repas. Ou alors, c'est qu'elle espérait qu'il en soit ainsi. Et peut-être juste dire, je pense qu'il ne faut pas mettre ces 10 000 repas sur le fait de la grève. Aujourd'hui, dans mon école, 2 classes fermées. On le sait la veille pour le lendemain parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Donc, 30 gamins qui n'étaient pas à l'école, donc pas de repas. Donc, les 10 000 repas sont liés à la situation qui est détestable et qu'on subit tous en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'animateur, en tant qu'élu, etc. Donc, j'apporte ce bémol. Et peut-être juste en termes d'explication de vote, au regard des remarques faites par Marielle Amar, notamment sur le regret de l'absence de bilan et aussi sur nos inquiétudes quant à cette réorganisation, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci, Madame Camara-Tombini. Vous vouliez ajouter un mot, je vous ai privé. Madame Fell. Non, très rapidement, du coup, regretter l'abstention de nos collègues, mais je note que ce n'est qu'une abstention. Simplement, pour répondre à Marielle Amar, très rapidement, la dimension badge qu'elle évoquait, c'est une traduction, j'allais dire, du partenariat avec les associations sur le terrain et ceux qui sont concernés en sont informés. Et peut-être rappeler sur le point qu'elle a évoqué concernant le soutien aux familles, Monsieur le maire, vous l'avez dit à l'instant, les familles rencontrent des difficultés qu'elles ne rencontraient pas auparavant. Nous avons pleinement pris la mesure de ces difficultés au sein de la direction éducation-enfance, puisqu'au-delà des postes dont nous avons évoqué la création à venir, il y a déjà eu 3 créations de postes au sein de la direction. Une du côté de la petite enfance, chargée de mission parentalité inclusion, et 2 chargés de mission sur ces mêmes thématiques de soutien à la parentalité et d'inclusion à la direction de l'éducation. Elles ont déjà beaucoup de travail, elles accompagnent les familles. On évoquait tout à l'heure la situation des enfants porteurs de handicap. Accompagner les familles dans la prise de conscience, dans la recherche du diagnostic et des supports qui pourront accompagner leurs enfants, c'est beaucoup de travail et c'est aujourd'hui un travail qui repose en partie sur les enseignants, qui repose aussi sur nos équipes sur le terrain. Donc voilà, ces 2 chargés de mission viennent en support et des familles et des équipes et je tenais à saluer ici le travail qu'elles ont déjà entamé et qui permet de nous inscrire dans cette volonté de soutien aux familles qui est au cœur de la volonté d'action de la ville. Merci Madame Fell. Je n'ai pas pris le soin de remercier toutes celles et tous ceux qui, avec vous, ont préparé finalement cette délibération au travers du travail de ces derniers mois. On a la chance d'avoir dans notre équipe un certain nombre de gens qui connaissent relativement bien l'éducation nationale de l'intérieur. Je pense à Ahmed Elbari, je pense à Monsieur Vieux, à Monsieur Février, à Madame Payochet, qui est elle-même professeure des écoles en maternelle et qui donc à ce titre a eu quelques occasions de pouvoir témoigner en direct du rôle des ATSEM. Et à Corinne Bouchou, bien entendu. Et je souhaitais les remercier pour leurs conseils, pour la façon aussi dont ils nous ont permis d'arriver à ce qui devient une base, une feuille de route qui va nous permettre d'avancer sur ces différents sujets, à la fois dans la continuité du bilan qui vient d'être rappelé et plus largement par rapport à ce que sont nos ambitions. Je vais donc passer au vote en vous invitant à approuver cette feuille de route qui, vous l'avez compris, fera l'objet de déclinaison, le vote de création de postes au moment du budget et l'adaptation du temps de travail quand nous aurons évoqué le contenu du delta en termes horaires dans quelques mois, très vraisemblablement. Et nous passons au vote. J'invite ceux qui sont favorables à bien vouloir lever la ou les mains. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Et je vous remercie également pour ce choix de simplement vous abstenir. Nous passons, mes chers collègues, au deuxième dossier ce soir qui est en exergue, changement